Je terminerai en disant qu'aujourd'hui, si vous voulez, vu l'impact globalement et le bilan globalement négatif de certaines immigrations sur la France, ceux qui entendent poursuivre la politique migratoire telle qu'elle est pratiquée depuis une quarantaine d'années sont des traîtres à la France. Et je pèse mes mots. Quand volontairement vous maintenez un processus vous n'allez pas le répéter, sinon de mort-langue de la France, effectivement, ça relève de la haute trahison. Ce qui c'est qu'on est en train de mettre des populations qui vivent ensemble face à face. Et on est en train de diviser, de mettre sous tension des communes. Jean Messia. Qui vivent ensemble, j'en sais rien. Je ne crois pas que M. Harry Halimi habite à Saint-Brévin. C'est le président de la Ligue des droits de l'homme. Les droits de l'homme Oui, je crois. C'est ça. Il est pas président, mais il fait partie de la Ligue, des responsables de la Ligue. Un des responsables, un des responsables de cette Ligue. Donc c'est un responsable national. Je doute qu'il ait élu domicile ni en Loire-Atlantique ni à Saint-Brévin. Donc vous savez, c'est toujours facile de venir manifester en étant favorable à des migrants que l'on ne va jamais côtoyer ou que l'on côtoie par ailleurs jamais, puisque même dans la ville où il habite, probablement qu'il n'en a pas. Ça, c'est la première chose. Donc les gens qui ont manifesté contre eux, pour le coup, ils habitent sur place ou dans les environs, donc ils connaissent leur région. Donc il faut toujours se méfier des effets d'optique en disant que les uns étaient plus nombreux que les autres. En tout cas, ceux qui manifestaient contre, eux, sont directement concernés par cette problématique. Son cabinet est à Paris, son cabinet d'avocats. Je vais regarder en même temps. Donc c'est ce que je vous disais. La deuxième chose, si vous voulez, c'est que les Français ne veulent ni d'un accueil massif d'immigrés, ni encore moins d'une répartition des migrants, et encore moins dans les petites villes. Pourquoi ces petites villes comme Saint-Brévin sont désertifiées ? C'est parce qu'il y a eu une activité économique, industrielle qui a disparu. Donc comme l'activité a disparu, les services publics ont fermé et les habitants ont fini par faire un exode intérieur vers les grandes villes. Pourquoi voulez-vous que si on bombarde de manière artificielle des gens qui en plus ne parlent pas la langue, sont très mal intégrés, ne connaissent pas le pays dans un endroit désertique, pourquoi voulez-vous qu'ils fassent souche et qu'ils repeuplent ces régions ? Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Je terminerai en disant qu'aujourd'hui, si vous voulez, vu l'impact globalement et le bilan globalement négatif de certaines immigrations sur la France, ceux qui entendent poursuivre la politique migratoire telle qu'elle est pratiquée depuis une quarantaine d'années sont des traîtres à la France. Et je pèse mes mots. C'est tout en mesure, bien sûr. Je pèse mes mots. Le bilan de certaines immigrations est globalement négatif sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire. Et je ne parle même pas du plan identitaire. Et tout le monde le sait, à commencer par le président de la République. Et je vous demanderai d'être un tout petit peu plus mesuré sur ce plateau, s'il vous plaît, Jean Messia. De traite. Ne parlons pas de traite sur le plateau. Non, quand on... Non, pas de traite. Il n'y a pas de traite. Non, l'angélisme... Non, pas de trahison. Il a raison, Georges Fenech. En tous les cas, vous êtes... L'angélisme, c'est quand vous êtes... Une idéologie. Quand vous êtes ignorant sur une situation, on peut vous laisser le bénéfice du doute. Non, mais pas de traite sur le plateau. Je retire votre mot. Quand volontairement vous maintenez un processus... Vous n'allez pas le répéter, sinon de mort-langue de la France, effectivement, ça relève de la haute trahison. Et on se retrouve aujourd'hui à réflechir sur l'alcoolisation des députés. L'histoire de l'Assemblée montre quand même que la question de l'alcool et de la buvette, ça date pas d'aujourd'hui. Je veux dire, sous la Troisième République, on voyait des députés arriver en titubant au sein de l'hémicycle. Bon, je dis pas que c'est bien, mais c'est quelque chose qui est traditionnel, c'est pas nouveau. La deuxième chose, c'est combien de personnes sont concernées par ce phénomène, combien de députés sont concernés par ce phénomène. Parce que si le JDD monte en épingle quelques députés sur 577, il faut pas non plus en faire une généralité. Tout le monde n'arrive pas à boire. Mais il faut l'interdire, l'alcool à l'Assemblée nationale comme ça, mais pas du tout. Non, mais je vais les entendre. Mais il y a des campagnes, mais vous vous rendez pas compte du ravage que peut faire. Mais attendez, vous qui avez été député, vous avez vous ne vous rendez pas compte à quel point ce que vous faites est indispensable. Mais arrêtez de généraliser. On a l'impression qu'en lisant ça, c'est toute l'Assemblée qui marche en claudiquant dans l'hémicycle. Si jamais vous ne faites rien, il y a des gens qui iront en prison. Non, mais écoutez, il y en a vraiment assez, si vous voulez, de ces espèces de crétins complètement hystériques qui viennent agiter de manière apoplectique des angoisses complètement irrationnel, alors qu'il y ait effectivement du réchauffement climatique et que la problématique écologique existe, le dérèglement du climat, etc. Tout le monde, on n'en disconvient pas. Enfin, entre ces problématiques... C'est un enjeu majeur. Sociétal, peut-être. C'est un enjeu majeur. 3 milliards suite au dérèglement climatique sur la filière agricole. Je ne le nie absolument pas, mais entre l'enjeu majeur, si vous voulez,
et ce type d'action complètement décérébrée, violente, parce que dernière rénovation, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il s'appelle comme ça. Ça veut dire qu'il y en aura d'autres des rénovations, donc on va peut-être les attendre. Et entre ces enjeux-là, si vous voulez, ces actions qui sont massivement impopulaires, hein, parce que ce soit ce genre d'action hystérique qui manque de respect total vis-à-vis d'une institution qu'est le président de la République, et les actions qui mènent sur les autoroutes, qui mènent dans les musées pour dégrader nos œuvres d'art, pour dégrader nos statues, ces gens sont des délinquants et leur seule place est en prison. Je ne vois même pas pourquoi le président de la République ne le fait pas arrêter. Ben parce que dans le fond, il n'y a rien d'illégal là dans ce qui se passe. Excusez-moi, dernière rénovation devrait être dissoute au même titre que d'autres groupuscules. Alors ça, c'est une question qu'il faut se poser. Qui ont été pourtant beaucoup moins violents et qui eux ont été dissous rubis sur l'ongle. Ceux-là, on se demande pourquoi ils sont là. Qu'on peut hors la loi. Mais parce que effectivement, je pense que la gauche, de manière particulière, et l'ultra-gauche et la gauche dans son ensemble, de manière générale, a trouvé, si vous voulez, dans la question de la radicalité écologique, un moyen de masquer les vraies préoccupations des Français et auxquelles la gauche ne répond plus. Bon. Que ce soit sur le pouvoir d'achat, que ce soit sur le malaise identitaire, la gauche ne veut pas parler de ces problématiques. Donc, on s'invente une peur millénariste qu'est l'écologie et on encourage effectivement ces militants les plus radicaux qui ont pignon sur rue partout. Mais c'est ce que cherche le président de la République, la confrontation. Après, effectivement, les images... La réponse est parfois compliquée et difficile, mais en tout cas, voilà, les images recherchées, c'est celle-là. Il ne faudrait pas croire, si vous voulez, que ce soit des images particulières comme ça sélectionnées. Il faut aussi donner l'atmosphère globale de la visite d'Emmanuel Macron au salon. Et j'ai l'impression, pour avoir vu d'autres images où il déambulait, etc., que l'accueil a été pour le moins froid quand ce n'est pas hostile. On a entendu des vociférations massives, des hurlements, des insultes. Bon, ces images ne permettent pas d'en rendre compte parce que il y a sur des accords évidemment particuliers avec des gens, des dialogues un peu péchus, un peu virils, mais l'atmosphère générale dénote quand même un rejet massif à la fois de la politique du président et de sa personne. Je vais répondre oui mais non, puisque les agriculteurs ont voté majoritairement pour le président de la République au premier tour de l'élection présidentielle. Parce que c'est pas un argument. Non, vous savez très bien qu'en France, on peut voter. Chez les dernières rénovations, on peut voter pour un président de manière circonstanciée pour certains sujets. Au premier tour, et ensuite critiquer sa politique de la haute trahison.